Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous avons rappelé cette année le 80e anniversaire de la libération des camps. Ce qui nous rappelle à toutes et à tous l'urgence de la transmission et de la mémoire. Transmission indispensable en des temps où la vérité et la mémoire s'effritent et où les réseaux sociaux remplacent l'histoire avec un grand H. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir un homme au destin incroyable, Salomon Milgrom, enfant caché pendant la Shoah. Bonjour Salomon. Bonjour Steve. Merci d'être venu. Vous êtes un militant actif de la transmission en vous rendant dans les écoles pour témoigner. Vous utilisez toujours deux mots yiddish pendant vos interventions, deux mots qui ont façonné votre destin. Lesquels ? Le mot mazel, qui est pour moi veut dire la chance, mais en vérité, c'était dans mon parcours la chance plus. Et le mot mensch, on dit d'un monsieur qu'il est un mensch, c'est un monsieur bien, sous tout point de vue, qu'il est plein de respect pour tout le monde et qui est droit, fait un homme de parole et fait vraiment ce qui se conduit bien. Soigne-toi, resserre ta cravate, regarde les gens dans les yeux et sois un mensch. Voilà. C'était ça la citation. Remontons ensemble le fil du temps si vous voulez bien. Vous êtes né où et vous êtes arrivé en France quand ? Je suis né le 12 juin 1931. Je suis arrivé en France avec ma mère et mes deux frères et sœurs en 1933 et mon père était parti un an et demi en avance en 1931 pour arriver à Paris. Qu'est-ce que la France représentait pour les Juifs à l'époque, et notamment pour vos parents ? La France, c'était véritablement le pays pour tous les Juifs, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, le pays de Voltaire, le pays... Et ils souhaitaient tous, ils ne voyaient aucun avenir en Pologne, à cause, d'une part, parce ils étaient pauvres, et qu'il y avait un antisémitisme terrible. Et ils étaient tellement persuadés qu'en France, c'était bien, qu'on avait même créé une sorte de proverbe qui disait « être heureux comme un juif en France ». C'est vrai. Quel souvenir vous gardez de votre enfance en France avant la guerre ? Les souvenirs d'enfants, jusqu'en, disons, 1940, où j'allais à l'école communale. Et pour la première fois, où j'ai entendu sur le chemin pour aller à l'école, où j'ai commencé à entendre « Sale juif, sale youpin, qu'est-ce que tu fous ici? Fous le camp dans ton pays ». J'ai commencé à entendre ça. Sans plus. Ça, le reste, j'avais une ville normale d'enfant. On allait au square, un square des arts et métiers, on jouait aux billes, on faisait gendarme, voilà, enfin, on avait une vie d'enfant, quoi. On n'était pas... je me sentais pas concerné complètement. Le problème, nos parents ne nous en parlaient pas, si vous voulez. À partir de 1940, les choses changent pour les Juifs en France. Vous avez, à cette époque-là, 9 ans. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte, à un moment, c'est quoi le déclic pour vous ? Le moment où vous sentez que ça commence à changer ? Le déclic, pour moi, ça sera véritablement au moment où nous passerons la ligne de démarcation. C'est là qu'est le déclic. Avant, pas particulièrement. Le premier élément très important qui est intervenu, et où là je dirais que c'est le premier mazel. Il y avait un gérant arien qui avait été nommé. Ce gérant arien avait dit « Je ne viendrai que les après-midi, donc vous ne ferez d'affaires que les après-midi, si vous devez en faire. » Un matin, le 11 mai 1941, je dis bien, bon, j'insiste sur la date, ma mère reçoit un coup de téléphone et
Un monsieur lui dit, j'ai des clients qui veulent acheter des marchandises. Est-ce que vous voulez leur vendre? Ma mère dit, venez le matin. Puisque elle voyait, elle avait dit, faut quand même qu'on essaye de récupérer quelque chose, puisqu'on avait été totalement spoliés. Elle dit, venez le matin. Les deux hommes arrivent, là, ils choisissent les marchandises, ils discutent les prix, et au moment de payer, ils ouvrent leurs serviettes, au moment de sortir les billets, ils sortent une carte police. Wow. Et on arrête mon père pour aussi illicite et pour vente de marchandises qui n'a pas le droit. Il est incarcéré à la prison de la Santé, le 11 mai. Ma mère, folle d'inquiétude, dit, mais qu'est-ce qui va lui arriver si ça? Et pourquoi je dis que ça a été le premier grand Mazel? Parce que 3 jours plus tard, le 14 mai, il y a la rafle, la première grande rafle qu'on a appelée la rafle du billet vert. Tous les juifs sont convoqués et on leur dit, venez vous présenter au commissariat pour affaires vous concernant avec un membre de votre famille. Donc en fait, d'un mal est arrivé... Un bien, mon père certainement l'a reçu, ne peut pas y aller puisqu'il est incarcéré à la prison. Donc, il reste 2 mois en prison. Au bout de 2 mois, il sort, il apprend que tous ses cousins, familles, tous ceux qui se sont présentés, amis, ont été arrêtés et envoyés dans les camps Pithiviers ou Bonne-la-Rolande. Et donc, il décide, à ce moment-là, il dit, je veux partir en zone libre. Il prend bon, et il commence à parler avec ma mère, on va partir en zone libre. Ma mère lui dit, mais comment veux-tu que je parte passer la ligne de démarcation? Je viens d'accoucher de ton 4e enfant qui a 4 mois. Comment veux-tu que je franchisse la ligne? Et elle dit, je ne veux pas partir. Et mon père dit, tu ne veux pas partir, je pars seul. Et il part seul, franchit la ligne de démarcation, et il va atterrir à Issoudun, où là, il avait un relationnel parce qu'il fabriquait des vêtements de cuir. Il y avait une tannerie, et arrivé là-bas, il commence à écrire à ma mère, viens, ici on est libre, viens. Ma mère, non. Et finalement, décide à un moment, on va partir. Et donc, parce qu'elle écrivait à mon père, on avait le droit encore d'écrire, elle écrit, et mon père nous envoie pour le 17 décembre des passeurs solides. Nous arrivons à Vierzon, on va passer la ligne de démarcation. Là, vous allez passer la nuit dans une barque. La ligne de démarcation, c'est le fleuve, le Cher, qui se rétrécit à un endroit où il faut 20 minutes de bateau à rame pour passer de la zone occupée à la zone libre. Vous allez être une 15aine de personnes juives dans ce bateau. Je vous demanderai le silence le plus absolu, car si vous regardez, et il nous montre un peu plus loin un pont, et on voit de mes yeux là, un pont peut-être que je situerais aujourd'hui peut-être à 200-300 mètres, où je vois des soldats allemands qui marchent d'un côté, qui marchent de l'autre. Et on embarque. Au bout de 10 minutes, mon jeune frère Claude, qui avait 6 mois et demi, se met à pleurer. Et le passeur dit, Madame, faites-le taire. Vous vous rendez compte de la responsabilité. Et ma mère prend à l'époque, on langeait les enfants, prend un ange, lui met sur la bouche, prêt à l'étouffer. Quand on est arrivé de l'autre côté, 10 minutes après, mon jeune frère était bleu, presque asphyxié. Et là, le Mazel encore a voulu que parmi les gens qui sont venus nous recevoir, il y avait un étudiant de médecine de 3e année, un juif, qui a réussi à le ranimer. Alors, nous sommes donc arrivés à Issoudun, ou à Issoudun, on a vécu une vie de province, mais tranquille, pas de problème, on allait au collège, c'est ça, jusqu'en avril 42, où là il y a eu, on a dit, tous les juifs doivent être mis en résidence surveillée. On est parti dans un village qui s'appelle Pélabre, où on est resté 1 an. Et quand les Italiens
c'était un peu sous la zone italienne. Quand les Italiens sont partis, quand les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, l'Allemagne a dit il n'y a plus de zone libre, toute la France. Et là, mon père a dit on ne peut pas rester ici, il faut partir. Et ils sont partis. Alors il est parti lui toujours, il partait en avance. Il partait en éclaireur. En éclaireur. Il est parti à Grenoble. Ou à Grenoble, c'était sous la zone italienne. Et là, très franchement, les Juifs jouaient aux cartes. Tout s'est passé très bien. On a été au lycée, et jusqu'en septembre 1943, l'Italie capitule. Les Allemands disent il n'y a plus de zone italienne. Ils rentrent dans la zone italienne qui était les Alpes, Nice, toute la zone sud-est. Et là, ça devient très, très violent. Mais mon père, qui faisait partie d'un réseau de résistance, on lui dit il faut absolument quitter Grenoble, c'est trop dangereux. Il faut changer de nom. Et là, on nous procure des papiers. Et de la famille Milgrom, les 4 enfants deviennent la famille Claudel. Et nous sommes envoyés dans un village à 900 mètres d'altitude, près d'Enfray-du-Gard. Et mes parents, qui eux, avaient un accent polonais, on leur trouve des papiers d'un ouvrier d'une famille polonaise qui a décédé, de façon à justifier, si on les arrête, l'accent polonais qu'ils avaient, n'étant pas juifs. Et on nous envoie après l'Enfray-du-Gard. Près l'Enfray-du-Gard, et là nous sommes reçus dans une famille, la famille Guidi, Monsieur Guidi, Madame Guidi, son frère, son fils, Joe Guidi, des gens extraordinaires, merveilleux, de bonté, des gens qui font tout cela pour sauver des Juifs, sans aucune compensation financière, rien du tout, et qui étaient propriétaires d'un préventorium. À l'époque, un préventorium, comme il n'y avait pas de pénicilline, c'était là qu'on soignait les enfants qui avaient des débuts de tuberculose par le bon air. On les mettait au grand air pendant 2 ans pour qu'ils guérissent. Et donc on nous dit, vous serez cachés là-dedans. Vous serez considérés comme des enfants malades. On est arrivé en septembre 1943. On est resté jusqu'au mois d'août 1944. Mais c'était, pour moi, ça a été la plus belle période de ma jeunesse. Comme si j'étais dans une colonie scolaire. Mais vraiment, à rigoler, à faire tout un tas de choses, jusqu'au 22 juillet 1944. Les Allemands, les gens d'habitude, le village était à 900 mètres d'altitude, et en bas, dès qu'on voyait une voiture qu'on ne connaissait pas, on téléphonait à Madame Guidi, attention, il y avait 12 kilomètres pour monter, dites aux enfants, et on partait se cacher. Et là, le 22 juillet, les Allemands qui avaient fait la grande bataille du Vercors ne montent pas par la route, mais reviennent par la montagne, directement. Et la première chose qu'ils voient, le préventorium. Préventorium, ils arrivent. L'infirmière qui gérait ça, 20 ans, Anne Wolf. Mais sa blouse et pour faire... les Allemands arrivent. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un truc présent. On peut voir. Elle leur ouvre le premier dortoir. C'est le dortoir des petits. On regarde. Elle dit, on va en voir un autre. Et là, elle a la présence d'esprit de leur dire, vous savez, que dans ce dortoir, l'autre, les enfants sont contagieux. Ils ont tous la tuberculose. Alors, ils entendent ça et disent, on n'y va pas. Et donc, il faut savoir que dans ce dortoir étaient cachés les mitraillettes de tous les gens autour, les maquisards et tout ça. Donc, ils n'ont pas pu. S'ils avaient trouvé les mitraillettes, c'était comme dans tous les villages. Ils brûlaient, ils tuaient tout le monde. Quatrième Mazal. Et alors, elle leur dit, parce que la cuisine ne se faisait pas là-haut, elle se faisait dans la maison principale, à environ 250 mètres. Elle prend les brouettes, elle leur dit, alors il y a un qui a délicatement dit, on peut vous aider un Allemand, mais un peu. Et il l'emmène
Mais tout de suite, on nous avait prévu à nous, allez vous cacher avec mon frère, Samy, qui avait 17 ans. Et nous partons là, où nous cacher, elle dit, allez où vous pouvez. C'était la dernière route, il n'y avait plus d'endroit. On arrive donc, on va se cacher. Il faisait un beau soleil, le 22 juillet, il faisait beau. On voit un cerisier, plein de cerises. On monte dans le cerisier, on commence à bouffer des cerises. Voilà. Et on entend un moment comme un troupeau de vaches. En fait, le troupeau de vaches, c'est un escadron allemand. Ils nous aperçoivent. Ils nous font descendre. Et ils étaient 18 soldats qui marchaient en file indienne. Ils cherchaient des maquisards pour les tuer. Et ils nous mettent en queue de peloton, encadrés par 2 soldats. On marche avec eux. Et à un moment, je sais pas pourquoi, les 2 soldats se mettent à rire, ils rigolent, ils se racontent des histoires. Et tout d'un coup, ils se mettent à parler en polonais. Nous, on comprenait tout de suite 3-4 mots, ce que l'on sait. Et ils citent le mot tupa. Tupa qui veut dire le cul. Donc, peut-être qu'on a déduit qu'ils se racontaient l'histoire de cul entre montanes. Est-ce qu'on a souri? Est-ce qu'ils ont compris dans nos yeux qu'on comprenait? Toujours est-il, 3 heures de l'après-midi, s'arrête dans une clairière. Il y a 2 soldats allemands, pas eux, qui disent à l'officier « Was macht man mit sie » en allemand, ce qui veut dire « qu'est-ce qu'on fait avec eux ?» Parlons de nous. L'officier dit « Mais muss sie schießen » il faut les fusiller. Et là, les 2 soldats qui parlaient polonais se sont levés et ont été discutés avec l'officier en disant mais c'est des enfants, on voit bien que c'est pas des maquisards. Moi j'étais en culotte courte. Enfin, ouais. Et au bout d'une demi-heure de palabre, ils reviennent, ils disent taillez-vous. Mais le 5e mazel extraordinaire, c'est qu'à l'époque, quand un Allemand arrêtait un homme, la première des choses qu'il faisait, il disait baissez votre pantalon pour voir si. Et là, le miracle, ils ne nous l'ont pas demandé. Incroyable. Incroyable. Et donc, après, on nous a raconté ce qui s'est passé au village. Alors au village, ils ont pris tous les hommes, mis face au mur, main derrière le dos. Et l'officier allemand dit « Nous savons qu'il y a des enfants juifs ici. Dites-nous où ils se trouvent. » Personne ne répond. Pour la dernière fois, dites-nous où sont les enfants juifs. Et là, les 20 personnes qui étaient face au mur disent « Ici, il n'y a pas d'enfants juifs, il n'y a que des enfants malades. » Et tous savaient, hein. Tous. Et là, celle qui était descendue avec la brouette, quand elle est remontée, ça fait... Ah oui, derrière eux, il y avait un homme, un Allemand, avec une mitrailleuse, hein, qui était prêt à... Et là, la femme, avec ça fait un peu de bruit. Elle a bousculé un peu, elle a dit « C'est lourd, aidez-moi ». Finalement, ça fait un brouhaha, à tel point que l'officier a dit « Allez, on s'en va ». Et le village a été sauvé. C'est digne d'un film, votre vie. Voilà, le village a été sauvé. C'est digne d'un film. C'est-à-dire qu'on mettrait ça dans un film, on se dirait peut-être qu'il y a même des moments qui sont trop, voire exagérés. Est-ce que c'est tout ça qui vous pousse aujourd'hui, alors que vous avez une belle et grande famille? Alors je vais justement vous dire. Alors, je suis retourné après la guerre. Oui. Et j'étais voir monsieur et madame Guidi, c'est ça, en 1945. Et je ne sais pas pourquoi, à partir de 1946, je n'ai plus jamais ni téléphoné, ni écrit, ni jamais été voir ces gens-là. Si vous saviez combien ça me travaille de me dire, voilà, des gens qui ont risqué leur vie pour toi, et tu donnes plus signe de vie, rien du tout. Et jusqu'en 1992, où un des garçons qui était caché avec moi, le téléphone dit « Tu voudrais qu'on donne la médaille des justes ?» ça. On s'est arrangé pour leur faire donner la médaille des justes avec une cérémonie. En 92, monsieur Guidi, il n'était plus vivant. Joe Guidi a reçu la médaille de ses parents, le fils et l'infirmière. Il y a eu une très belle cérémonie avec pas un ambassadeur, mais un attaché d'ambassade d'Israël et tout ça.
Ensuite, Joël a commencé à chercher, à faire toutes les recherches en 96, 97. Et à un moment, on est allé en 2003 voir Jeudi. Et tout ça m'a ramené. Ensuite, j'ai emmené toute ma famille là-bas, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. J'aurais montré où on était cachés, comment, quoi ou qu'est. J'ai même appris, en 1943, vous voyez tellement c'était bien, j'ai appris à faire du ski, en 1943, des skis vidéo comme ça. Vraiment, j'ai passé la meilleure partie de ma jeunesse. Parce que il n'y avait pas cette angoisse, à part au moment où on me dit allez vous cacher. Bon. Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas vus. La rafle du 26 août 1942, vous savez, la grande rafle de zone sud, dans le cadre des accords Aubert-Bousquet. À Saint-Martin-d'Air, on sait que la brigade de gendarmerie, par contre, n'a pas cherché plus que ça les familles juives qu'elle devait arrêter. Et c'est peut-être pour ça que Saint-Martin-d'Air est devenu un lieu de refuge. Et donc il y a eu énormément de familles juives qui se sont réfugiées dans notre région. Votre famille en fait partie, puisque vous êtes arrivé en avril 43. Mes parents, eux, habitaient Saint-Martin-d'Air avec mon frère et ma sœur, et eux, un peu plus loin. Il y avait toujours la crainte de dire, si on arrête les gens qui sont plus âgés. Donc c'était une sorte de protection préventive, si je puis dire. On me met à l'école communale de Saint-Martin-d'Air. Moi j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de gens qui ont risqué leur vie. Cacher un juif, c'est passible de la déportation ou de la peine de mort. Hein. On m'avait placé dans une famille où j'étais avec mon jeune frère Claude. Mon père a toujours dit, pour autant que j'aurai de l'argent, je ferai tout pour ne pas travailler. Parce qu'il y a trop de gens qui se sont fait prendre en allant travailler. On nous place, tous les quatre, dans un préventorium, près l'Enfray du Gaz, c'était dans le Vercors. Un petit patelin où là où nous étions, c'était la fin de la route, il n'y avait plus rien. La route s'arrêtait là, et le reste après c'était la montagne. Bernard Piquier, mon épouse André. Bonjour madame. Je suis très heureux de vous voir. J'ai lu votre livre que Joël m'avait envoyé. Ça me rappelle quelque chose quand je vois le mur. Oui, bonjour. Oui. Je me rappelle, on avait été cachés à un moment-là. Ah oui. Cette famille, j'ai dit, était une famille de gens protestants. Et je crois qu'ils avaient une haine de l'allemand parce que son frère, un de leurs frères, avait été tué pendant la guerre de 14. Donc elle avait créé après ce préventorium où il y avait des enfants malades, 33, 34, 35, 36, tout cela. Cette femme était une femme extraordinaire, quand on y repense. Et d'ailleurs, je m'en suis voulu, mais beaucoup plus tard. Je ne considère pas avoir rendu à cette femme ce qu'elle nous a donné. Voilà ce qu'on voit là-bas. Le bâtiment en béton qu'on voit. Voilà la fameuse colline où j'ai appris à faire du Alors, ski. dites-moi, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Là. C'est bien là que vous faisiez du ski. On montait En canard. en canard et on descendait. Faut dire que les skis à l'époque, ils faisaient 2,10 mètres de haut. Jusqu'au mois de juillet,
il n'y avait rien ici, on n'était pas... On savait qu'il y avait des problèmes, mais je dis, on vivait ça comme une colonie de vacances. C'est quand elle nous a dit, 22 juillet, maintenant, je peux plus rien faire pour vous, faut aller vous cacher parce que vous êtes trop grand. Ça veut dire que si on vous fait baisser le pantalon, vous y êtes. Oui. C'est vraiment toute une histoire, hein. C'est bizarre de revenir ici ou pas? Bien sûr, ça fait bizarre de revenir, de voir. Bon, tu vois, ta mémoire n'a pas enregistré la même chose. Tu vois, pour moi, c'était un petit chemin. C'est vrai que je l'ai souvent vu sous la neige, alors on allait porter, et il y avait les bidons pour aller, parce que la cuisine était là-bas, donc on allait chercher la bouffe. Ouais. Et on y allait en traîneau. Il y a 75 ans, j'aurais pas pensé être là aujourd'hui. Même l'année dernière, ils ont fait là-bas une grande fête pour fêter les 80 ans où les Allemands étaient venus. Et on a accroché un tableau en marbre de Joe qui savait, tous savaient. Et là, on m'a dit, vous êtes le seul survivant du pays. Racontez-nous. Il y avait 150 personnes. Alors j'ai retrouvé des enfants, des petits-enfants, de ceux qui nous ont cachés. J'ai retrouvé des enfants, des petits-enfants, de ceux qui ont été cachés. Et ça avait été quelque chose d'extraordinaire. On avait retrouvé là-bas une sorte de menorah. Et avec Joël et nos enfants, on est allés là-bas et on a fait une prière à la menorah devant tous ces gens du village. Enfin, c'était vraiment un village de comment dirais-je, de protestants. Je pense dur, vous savez, dur, mais trois, comme dit, extraordinaire. Et là, je me demande comment je peux faire pour pas y aller. Et encore aujourd'hui. Alors là, on va revenir. Pourquoi j'ai témoigné? Moi, je n'étais pas fait pour ça, si vous voulez. J'ai jamais eu... Je me suis toujours occupé. Attends, en 1974, j'ai dirigé une mission pour aller en Israël. Alors, la mission du sentier, j'ai pris tous les gens du sentier. Comme ils ne voulaient pas donner beaucoup d'argent, je les ai dit, on va les emmener là-bas. On les a emmenés au Beth Lochem, à voir les gens avec une jambe, un homme, pour qui... Je vous donne une toute petite anecdote. Je devais recevoir Monsieur Rabin. Et samedi matin, je prends mon petit déjeuner, je croque une touche de pain, clac, j'ai une photo qui se casse, attendez-moi. Samedi matin, putain, je dis, quel gueule je vais avoir avec ça, c'est pas possible. Je vais voir le concierge, je dis, donnez-moi un dentiste. Il me dit, Shabbat. Il n'y a pas de dentiste au Shabbat, c'est histoire. Je dis, mais je ne peux pas être comme ça. Il me dit, écoutez, il me trouve un vieux dentiste. J'y vais le voir. Il me dit, on va vous le recoller. Il me le recolle. 2 jours plus tard, ça ne casse pas. Ah, il me dit, je vais voir un dentiste, un jeune, 30 ans. Écoutez, votre truc, j'ai une idée. Il me prend la dent, il me fait un trou dedans, il fait un autre trou dans l'autre, il prend un petit cube en métal, il le fout, il scelle les deux, il me dit, elle sera un peu plus courte, mais vous avez une dent, vous pouvez pas. Le lendemain, j'ai pu accueillir M. Rabin. Je dirigeais la mission. C'était alors, moi je fais pas des, jusqu'à présent, j'étais très gêné de parler en public, très très gêné. Et donc, ça, tout se passe bien, tout ça. Donc, et depuis, j'ai toujours milité beaucoup à toutes les occasions possibles. Et là, mon petit-fils me dit, papy, tu voudrais venir témoigner? Pourquoi pas? Je dis, pourquoi pas? J'arrive à l'école, c'est ce que je vois. À l'entrée de l'école, une femme que je ne sais pas. Elle me dit, je m'appelle Christine Kelly. Si vous permettez, j'ai ma fille qui est là. Si vous permettez, je vous ferai, c'est moi qui serai votre, je vais vous faire l'interview. Alors, le premier truc qui m'a frappé, on entendait une mouche pas des enfants de 10 ans. Oh, j'ai regardé ça. Il y en a un qui m'a posé une question, c'est drôle d'ailleurs. Il m'a dit, vous êtes ashkénaze, je sais pas.
Alors je lui dis, écoute, pour que tu me poses cette question, toi t'es séparable. Ça fait pas longtemps. Bon, mais... Et puis un autre qui a éclaté en sanglots, qui a dit, est-ce que vous avez été dans la grande concentration? J'ai dit non, moi j'ai pas été. J'ai eu... Et puis, et en sortant, je dis à Joël, je crois que je vais continuer. Ben, j'ai été à l'école de la vie, qui est parfois aussi importante et aussi instructive que les écoles où on apprend. Merci de votre écoute attentive. Joël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille de Perla et de Salomon Milgrom. Vous les accompagnez à chaque fois qu'ils vont témoigner, surtout Salomon, dans des écoles et de manière plus générale dans tout ce travail de mémoire. Vos parents ont vécu la guerre de manière très différente. Vous pourriez nous raconter en quelques mots juste l'histoire de votre maman? En fait, pour papa, c'était, je dirais, presque une non-histoire, puisque il est sorti de la guerre avec toute sa famille. Il a eu la chance que ses deux parents en ressortent et qu'il reste avec ses 3 frères et sœurs. Et puis, les quelques photos qu'on avait de Prélenfray, c'était des enfants joyeux qui faisaient les pitres, qui faisaient du ski. Donc pendant des années, je n'ai jamais pensé voilà, que cette famille avait traversé tant d'épreuves. Par contre, quand j'étais enfant, au mur chez ma grand-mère Sankovic, il y avait les photos de son mari et de ses enfants, et que je pense que j'ai su très jeune qu'il n'était jamais revenu. Que j'ai connu cette histoire du Veldiv, j'ai l'impression que voilà, elle m'a habité peut-être même intra-utérus. Je me souviens avoir déménagé pour la première fois, j'avais 6 ans, et être rentrée chez moi et qu'il ne fallait pas faire de bruit parce que maman était malade, parce que maman n'était pas bien, parce qu'au sortir de la guerre, ma mère a fait une dépression qui l'a habité toute sa vie. Et c'est vrai que j'ai grandi avec cette histoire. J'ai grandi amputée quelque part, je crois, de ça, et quelque part en colère, parce que je n'ai jamais compris le pourquoi on arrêtait et on tuait les gens juste parce qu'ils étaient juifs. Donc cette histoire m'a toujours habitée et m'habite encore, et de plus en plus. Vous avez fait des recherches, ça on le sait, c'est vous qui gardez tous les papiers de la famille de façon très minutieuse. Vous avez réalisé des documentaires. Est-ce que votre maman par elle-même vous en a parlé, ou elle fait partie de celles et de ceux qui ne peuvent pas parler de ça? En fait, il y avait des événements fondateurs dont on parlait toujours, qui étaient pour maman la rafle la rafle quand ils sont venus chercher donc mon grand-père et ses enfants, et puis de la première nuit. Parce que ma mère s'est retrouvée à 12 ans en charge de son petit frère qui en avait 2. Et la première nuit, quand elle est arrivée dans cette ferme, elle s'est couchée, et son petit frère, au milieu de la nuit, s'est réveillé et a demandé maman et un verre d'eau. Et là, la personne qu'on a l'habitude d'appeler, que papa appelle la marâtre, s'est un peu énervée en disant faites-le taire. Et puis maman s'est retrouvée à genoux, suppliant cette dame pour juste un verre d'eau. Est-ce que, selon vous, d'une façon ou d'une autre, votre maman, elle vous a raconté ce qui lui est arrivé, ou vous êtes allé dans l'idée? Alors, je connaissais l'histoire, mais on n'en parlait pas, parce que c'était trop douloureux. Et puis, en 1997, il s'est passé pour moi deux événements concomitants. D'abord, j'ai lu une saga de Sarah Friedman qui racontait une histoire de 4 jeunes juifs. Et puis au même moment est morte Jeanne Calment, qui était la doyenne de l'humanité. Ma grand-mère Sankovic avait 99 ans, et là je me suis dit c'est maintenant ou jamais, si tu ne le fais pas, tu auras toute ta vie des regrets. Et je suis rentrée de vacances, j'ai assis ma grand-mère derrière une caméra et je lui ai demandé de me raconter. Et le premier jour, ma mère est venue, elle a raconté la rafle, et
Et la première nuit, bien évidemment. Et le lendemain, je lui ai demandé de s'écarter et de me laisser seule avec ma grand-mère. Et j'ai déroulé toute l'histoire à partir de sa naissance, ses parents, ses oncles, ses frères, comment était la vie à ce moment-là, comment elle avait vécu la guerre de 14, la rencontre avec mon grand-père. Enfin, vraiment, j'ai tout déroulé. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse la même chose du côté de mon autre grand-mère. Donc, ma grand-mère Dobra était née en 1898. Mon autre grand-mère était née en 1904. Et donc, c'est à partir de là qu'a commencé mon aventure et que je suis partie à la recherche. Et j'ai pas honte de le dire, mais je crois que j'ai appris à mes parents des choses qu'ils ne connaissaient pas de leur histoire, parce que, bien évidemment, comme la plupart des enfants, ils n'ont jamais posé de questions. Comment vous faites aujourd'hui pour raconter cette histoire à vos enfants et à vos petits-enfants pour que ça soit une force et non pas un poids? D'abord, je suis fière d'être juive. Je suis fière et je pense que chacun doit être fier de ses origines. Je n'ai pas à rougir. Et je crois qu'il est important qu'on connaisse son passé et qu'on connaisse l'histoire pour aujourd'hui appréhender d'une manière plus compréhensible le présent et l'avenir. Alors c'est vrai que c'est un peu lourd. Mes enfants m'ont de temps en temps reproché qu'à la maison, ça ressemblait un peu à Yad Vashem. Mais voilà, j'assume. Je me suis souvent posé la question aussi, pourquoi moi? Et puis un jour, j'ai lu Les Disparus de Daniel Mandelson, Oui. dans lequel il se pose cette même question, et puis sur lequel il conclut qu'il en fallait un dans la famille, que c'était lui. Et ce jour-là, à partir de là, j'ai été sereine en me disant, bon ben voilà, chez moi, dans notre famille, c'est moi qui ai cette mission-là. Votre papa a organisé un grand voyage où il est revenu sur les traces de son enfance, où vous êtes tous allés, en famille. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ça? Alors, je voudrais juste corriger parce que, en fait, je pense le retour à l'initiative de tous les retours qu'il y a eu. En 2003, c'est moi qui ai demandé à papa d'aller après Lanfray. Quand il a été à la commémoration à la remise de la médaille des Justes, il ne nous en a pas fait part. Et ça, je n'ai jamais compris le pourquoi. Et puis un jour, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis dit, je veux aller après Lanfray. Et en 2003, on y a été avec mon frère, ma mère, et puis l'une de mes filles, qui au début préférait regarder la télé. Et je lui ai dit, écoute, je pense que ce que tu vas vivre aujourd'hui te marquera toute ta vie, alors que l'épisode lambda que tu vas voir aujourd'hui, tu sauras même plus de quel feuilleton il s'agissait. Et puis j'ai tissé des liens avec tout un tas de gens qui ont vécu notre histoire, et notamment une femme qui s'appelle Dominique Lardet, qui est aussi une fille de descendants d'enfants cachés après Lanfray. Et il s'est passé que à la poste de Pré-Lanfray, ils ont fait des travaux de rénovation, et la préposée à la mairie a trouvé une petite sculpture qu'elle a entreposée chez elle le temps qu'on fasse les travaux. Et la sœur de Dominique est venue un soir dîner chez elle, et elle n'a pas compris, et en voyant cette sculpture, pourquoi elle avait une Hanouka chez elle. Et donc ils ont fait des recherches et ils ont trouvé que cette Hanouka avait été offerte par les forces combattantes au village de Pré-Lanfray en 94, quand quand la famille Guidi avait reçu la médaille. Et donc Dominique a eu l'idée, parce qu'il existe un livre sur Pré-Lanfray qui avait été écrit par quelqu'un dans les années 90. Elle voulait le rééditer, et donc elle avait une soirée où elle a convié les villageois, et j'ai eu la joie et le privilège de pouvoir mener la cérémonie pour rallumer cette Hanouka, et c'est à cette occasion qu'on a monté les enfants. Pour moi, c'était une consécration, si vous voulez, de pouvoir les amener, de pouvoir leur montrer, de pouvoir leur transmettre. Et quelque part, je me dis, pari tenu, puisque quelques années plus tard, John émet le souhait de voir son grand-père venir témoigner. Donc je me suis dit que quelque part, j'ai semé la petite graine. Bien sûr que oui. Et moi, la graine, je l'ai eue tout le temps avec ce grand-parent, enfin cette famille coupée en deux. Et je crois qu'il est important de semer cette petite graine. Vous êtes collé aux missions de Salomon, votre papa. Est-ce que votre discours ou la façon d'apporter son témoignage s'adapte aujourd'hui avec
les faits que on peut relater de l'antisémitisme qui se passe au jour le jour? Est-ce que les questions vont changer par rapport à ce qui peut se passer dans les derniers jours? Ou est-ce que ça reste sur son histoire et que vous rectifiez le tir à chaque fois un peu plus pour que ça aille direct dans le cœur des enfants? Alors c'est très difficile de parler, on ne veut pas parler politique, c'est très difficile de parler de l'actualité parce que on pourrait tout de suite du coup être censuré, et je crois que son intervention se passe en deux temps. Il y a une première partie qui est son témoignage, et puis il y a une deuxième partie où quelque part, notre rôle, c'est de faire prendre conscience que cette histoire, d'abord, elle a existé, parce que malheureusement, il y a eu des gens qui ont quand même eu le culot enfin, des négationnistes. Donc ça pareil, ça dépasse l'entendement. Et on essaye de leur faire prendre conscience que malgré toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, ils peuvent se faire manipuler. La propagande, la manipulation, ça existe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux arrivent à tracer, à typer un peu les sociologies et puis à vous orienter dans l'information qu'ils vous donnent. Et c'est très difficile de se faire une idée de ce qu'est la vérité. Enfin, on voit bien qu'on n'a pas tous la même vérité. Et donc, le discours... Enfin, on améliore déjà pour que son témoignage soit clair, qu'ils arrivent à comprendre, parce qu'on se rend bien compte, même quand il fait allusion à Cosette des Thénardier, on se dit que pour certains enfants, ils comprennent même pas à quelle allusion il fait. Et voilà, on essaye d'être le plus performant et on débriefe après chaque intervention pour essayer d'éveiller, tout comme c'est le travail de l'éducation nationale, d'éveiller les enfants, de leur donner un maximum d'informations, de leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, de faire ce que nous, on est tellement habitués à faire dans le judaïsme, c'est-à-dire la marloquette, de débriefer, de pourquoi, de comment, pour que ils puissent peut-être se faire une juste idée des choses. Dernière question. Vous parliez tout à l'heure de votre petit-fils qui demande à son grand-père de venir témoigner. Est-ce que vous pensez que vous avez mis la mèche chez vos enfants et chez vos petits-enfants pour vous prêter main forte ou avoir le même sens de la transmission que vous? Je l'espère, parce que ça quand même, depuis 1997, je pense que ça m'a vraiment... Il y a des fois, mes enfants me disent « Maman, sois tournée plus vers la vie, vers l'avenir que vers le passé ». Mais ça m'habite tellement, donc j'espère que oui. Lorsque j'ai fait le documentaire en 2022, à l'occasion des 90 ans de mes parents, je l'ai fait au niveau familial, mais leur réaction m'a vraiment... Ça a été ma récompense, parce que ils m'ont vraiment remercié du fond du cœur de leur avoir permis d'avoir ce trésor qui leur explique tant de choses et qui raconte cette histoire et leur histoire. Alors peut-être que pendant 30 ans, ce sera en sommeil, et puis peut-être qu'un jour, on en aura dans besoin. quelques années, ils reprendront le bâton de pèlerin et ils continueront la mission. On a toujours besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va, donc on en aura besoin. Ouais. Merci Joëlle, merci pour votre témoignage et merci pour ce travail de transmission dans les écoles, dans toute la France, avec votre père. Je pense sincèrement que c'est ce qu'il y a de plus fort pour des enfants, de voir l'incarnation d'une personne qui raconte sa vie en toute humilité et avec son authenticité et sa vérité. Merci Joëlle. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.